Bonjour les amis. Alors, suite à la demande de beaucoup de gens, beaucoup de messages là-dessus, je vais essayer un nouvel exercice. Je vais regarder la vidéo que j'ai fait hier et je vais essayer de vous traduire ce que dit Elena parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Donc c'est pour ça que j'ai mon casque pour entendre ce qu'elle dit. Et je vais essayer de vous dire en même temps ce qu'elle raconte. Alors, c'est parti. Alors, je lui demande qu'est-ce que c'est Troïtsa. Donc, Troïtsa, c'est une grande fête orthodoxe. Oui, en fait, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Voilà, c'est ce qu'elle explique en fait. Elle explique le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Donc, dans ce jour, quand les gens vont à l'église, il y a sur le sol beaucoup de fleurs, des jeunes bouleaux. Il y a une odeur, une très grande odeur de bouleau. Ensuite, les gens vont Ensuite, les gens vont au cimetière et avec des fleurs et avec des pousses enfin pas des pousses, mais des branches de bouleau. Demain, donc demain c'est aujourd'hui, c'est le jour de aujourd'hui, le jour de l'âme des morts en fait. Alors aujourd'hui, parce qu'on est le lendemain maintenant, interdiction de toucher la terre, parce que aujourd'hui la terre renaît une nouvelle fois. En Russie, il y a trois grosses fêtes. L'icône, l'icône de Kazan de Marie, Pâques et Troïtsa. C'est les trois plus grosses fêtes de Russie. Alors l'icône, c'est en fait c'est une petite fille euh, qui a vu Marie et il y a un icône sur le sujet. Alors, à un moment, vous allez m'entendre parler de ma belle-sœur qui s'appelle Allah. Donc c'est pas Allah, Allah Wakbar, hein. C'est un prénom en Russie. Allah, A2LA. C'est un prénom. C'est vrai que la première fois que j'ai entendu ça en Russie, c'était un peu bizarre. Je m'attendais pas à un prénom comme ça. Donc samedi, c'était un jour de souvenir aussi. Donc Elena et Allah ont été au cimetière pour nettoyer. Grosse procédure à l'église. Les gens viennent avec beaucoup de produits à manger. Rien de frais, hein, du riz, des pâtes, des conserves, plein de choses comme ça. Et les prêtres ensuite gardent tout ça. Et au fur et à mesure de l'année, ils préparent à manger. Et les pauvres, les gens qui n'ont pas d'argent, s'ils veulent manger, ils viennent et ils mangent avec eux. Voilà, donc en fait, dans les églises, il y a un prêtre, peut-être un aide aussi, mais il y a aussi des femmes qui sont là, volontaires, qui s'occupent de l'église, tout ça, puis qui mangent tous ensemble, quoi. Donc ils utilisent toute cette nourriture pour faire ce genre de choses. De la farine, des bonbons, du beurre, du chocolat, ce qu'on appelle pechenia, c'est comme des gâteaux mais avec de la viande dedans.
Et les gens qui apportent à manger font une commande de ce que je vous ai déjà expliqué, je crois, dans la vidéo, une liste avec les noms des gens de votre famille, pour que le prêtre prie pour ces gens. Voilà. Ça donne accès à ça, il n'y a pas besoin de payer, quoi. Vous amenez des produits, vous n'avez pas besoin de payer. Donc elle... voilà, bon, j'explique que c'est la femme dans le petit magasin, comme vous allez voir dans la vidéo juste après, là. Dans la vidéo où il y a Elena, hein, pas celle-là. Il y a un petit magasin où ils vendent les bougies, pardon, les bijoux. Et c'est elle, vous lui dites que vous voulez faire ça, donc elle prend un papier et puis elle note les noms, qu'elle retranscrira sur un cahier après pour le prêtre. Donc si vous voulez faire ce genre de procédure en Russie, il faut donner un prénom orthodoxe. Voilà. Moi j'avais essayé au début avec mon grand-père, Jules, mais Jules en orthodoxe ça n'existe pas. Donc ça n'avait pas été possible parce que on peut même pas traduire. Il y a pas de, elles n'ont pas trouvé la connexion avec un prénom. Par exemple, Jean, c'est Ivan. Donc si vous avez quelqu'un qui s'appelle Jean et que vous voulez ce genre de choses, eh ben vous pouvez dire Ivan. Ivan. Alors Elena explique que parce qu'on travaille comme des fous et que c'est la saison du jardin, sa belle-sœur, Allah, et sa mère, et son fils, Maxime, qui a 12 ans, qui aide beaucoup. Parce que au cimetière, il y a le frère de Allah, enfin, et le fils de sa maman, évidemment, qui est décédé dans un accident de voiture. Ils vont pour lui, et en même temps, comme les familles sont très proches, en fait, ils vont... elle a été aussi nettoyer et repeindre un peu la tombe de la maman d'Elena. Mais ils ont aussi été sur les grands-parents, parce que c'est les grands-parents et la maman de son mari, évidemment, aussi. Mais Elena est un peu triste avec ça, justement, que ses frères ne vont pas au cimetière, ne font pas... Je sais pas pourquoi. Ils sont très renfermés et ils font pas ça. Donc elle a été avec la peinture pour repeindre le tour. Parce qu'elle a peint la grille autour de son frère, donc elle a été à la mère et le père à Elena, et elle a peint aussi. Et c'est vrai qu'hier, quand on y allait, on a vu que ça avait été repeint, effectivement. Enfin, c'est pas une vérification qu'on faisait, parce qu'on la croyait quand elle l'a dit. Hein. Ici, il n'y a pas ce genre de choses. Hein. Tout le monde croit ce que les gens disent. Quand sa cousine a été à sa famille, ils ont été aussi aux grands-parents d'Elena pour retirer les mauvaises herbes. Elena a dit, bien sûr, moi je voulu voir, pour le plaisir de voir la tombe propre. Et exprès, un soir après le travail d'Elena, Elena est venue les chercher en voiture et ils ont été au cimetière voir ça, quoi. Donc Elena était très contente. Bon, là c'est moi qui parle, donc c'est pas intéressant. Elena a dit... Ah oui, elle parle qu'au cimetière, le petit de 12 ans, il a mangé des fraises, des bois, parce qu'il y en a partout. Dans le cimetière, il y en a partout. Donc on peut manger... Alors c'est très... Il y a des règles. On peut manger les fraises des bois au cimetière, c'est pas un problème, mais il ne faut pas les ramener à la maison. C'est comme ça. Et donc Elena explique après que quand elle est revenue pour revenir à la maison, elle s'est arrêtée dans un champ où on voit tous les ans les voitures s'arrêter et les gens aller dans le champ pour voir s'il y avait ce qu'ils appellent
enfin, ce qu'elle dit en anglais avec moi, berries, mais c'est en russe, je sais plus. C'est pas Yagédé, c'est bon Klubnika. Klubnika, c'est les fraises. Bon, mais là, c'est les fraises des bois, c'est un autre nom. Et il y en avait pas. Ou il y en avait pas, ou quelqu'un était déjà passé. Ah, donc elle explique que la tombe qui est à côté, pas à côté de ses grands-parents, mais juste à côté encore, c'est une dame qu'elle connaissait, qui était amie avec sa maman. Une dame très 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 gentille, super super gentille, qui n'a pas de famille et tout ça. Et du coup, c'est Elena qui entretient et elle explique qu'elle a nettoyé. Elle explique que derrière, au fond de la tombe, parce qu'elle a pas ce grillage autour, cette dame. C'est juste une croix et c'est tout quoi. Et au fond, c'est la maman, Elena, qui avait installé une sorte de câble en métal pour que personne ne passe. Voilà. Pour que personne ne marche sur la tombe. Voilà. Comme Elena, elle dit, là, elle dit we can, we do. On peut, on fait. Voilà. Là, c'est moi qui parle, c'est pas intéressant. Ah, l'autre cousine. Ah, c'est vraiment un truc familial. C'est une grande famille qu'a Elena. Sa cousine lui a dit ne t'inquiète pas, je sais que tu as du travail, je sais que tu es occupé, il y a le jardin, il y a les animaux, il y a le travail, tout ça. Je suis allé, la cousine dit, je suis allé à l'église et j'ai fait cette liste avec le nom de tout le monde pour que le prêtre prie pour toute cette famille sur 3-4 générations, quoi. Enfin sur tous les gens d'avant. Quoi. Non, vous comprenez, dès que euh, c'est vu un peu comme ça, c'est-à-dire vous avez cette liste, cette fameuse liste là qu'on donne les prénoms, etc. Elena a un cahier où c'est noté au fur et à mesure des années les gens qui décèdent, par exemple. Et donc évidemment, c'est un cahier qui était à sa maman, qui était à sa grand-mère, etc. Et, et pour eux, et pour moi aussi, je trouve que c'est bien. Dès qu'on prononce le nom de ces gens, le prénom de ces gens, sans spécialement le nom de famille, tout ça, on s'en fout, on sait qui c'est, on les imagine, on les a vus en photo, enfin bref. Dès qu'on prononce le nom de ces gens, ils revivent un petit peu. Ils sont là, quoi. C'est comme quand Elena, elle va... Alors ça, c'est pas orthodoxe, ça c'est des croyances qui datent d'avant l'orthodoxie, mais qui restent profondément en Russie. Quand elle va au sauna, au banya, et qu'il y a la vapeur, et qu'il y a tout ça, elle remercie tous les gens qu'elle peut. Même la dame qui vivait dans cette maison avant. Et en lui disant on fait attention à sa maison, etc. Et donc, alors comme elle dit, on dit en russe comme ça, elle invite sa maman, son papa, son grand-père, sa grand-mère. Bon, j'explique à peu près ça. Ouais, pour cette histoire de liste de noms, quand on paye, c'est 5 roubles par nom, par prénom. Alors les jeunes personnes qui commencent, quand ils sont ados, qui commencent à être contre tout, ils disent ah mais c'est pas normal, les prêtres prennent de la monnaie, ou que le patriarche c'est le chef de l'église d'ici, enfin d'ici de toute la Tchouachi, il a une grosse voiture et c'est pas normal, etc. Et Elena leur explique, mais ils gagnent de l'argent avec. Ils ont des fermes avec des gens qui travaillent dedans, ils vendent le lait, ils vendent le fromage, ils vendent le. Un peu, vous savez, comme en Europe, en Belgique, les moines, ils vendent de la bière, par exemple. Mais c'est une histoire de mentalité. Pour les Français où le capitalisme en général, le prêtre, il doit avoir rien. Mais pour les Russes, en fait,
Si le prêtre arrive avec une voiture toute pourrie, c'est un prêtre. Si un prêtre arrive avec une grosse bagnole, un gros SUV ou une belle caisse, c'est le chef, c'est le patron. Donc, vous voyez, c'est la différence. C'est comme ça qu'ils voient, et c'est valable pour les gens de tous les jours. Hein. Si quelqu'un vient vous visiter et qu'il a une grosse bagnole, bon, c'est bien. S'il a une Lada toute pourrie, c'est bien aussi, il sera accueilli exactement de la même manière. Mais un petit truc à l'intérieur qui fait dire que, bon, bah celui-là, il a pas beaucoup de sous. C'est pas méchant, hein, mais c'est ce qu'ils se disent. Donc avec cet argent, ils achètent à manger aussi, hein, pour tout le monastère. Bon, là, c'est moi qui parle, on s'en fout. Alors, Elena explique ensuite, par exemple, dans l'évangile, les gens qui croient en Dieu ne doivent pas penser aux choses, aux objets. Ils ne pensent pas à la bijouterie, ils ne pensent pas à avoir des bijoux, ils ne pensent pas à tout ça. Ils pensent à l'âme, d'abord. Et après, s'il reste de l'argent, effectivement, et qu'ils peuvent s'acheter une grosse bagnole, bah, c'est mieux pour faire 300 bornes pour aller d'une église à l'autre, une grosse voiture, qu'une Lada toute pourrie. Ça se comprend. Alors, Elena explique qu'elle est un peu triste, mais on n'avait pas les sous pour, qu'on n'ait pas acheté les... Vous allez peut-être voir, vous avez peut-être vu sur la vidéo à la fin, sur les tombes, il y a des espèces de rectangles en métal, tout simple, ouverts sur le dessus où il y a la terre. Ça délimite un peu, si vous voulez, et elle veut qu'on achète ça pour ses parents. Mais bon, c'est pas très cher. Hein. Ils prennent. Alors, elle se rappelle plus du prix. Je me rappelle plus non plus. Mais ce que je me rappelle, c'est que si on achète ça, ils le construisent, ils le peignent, et ils vont au cimetière l'installer. C'est pas vous qui venez chercher et qui allez l'installer. C'est eux qui vont l'installer au cimetière. C'est-à-dire, ils nettoient la terre de chaque côté pour que ça prenne bien la forme, etc. Ils font ça très propre. Et ça, l'installation, ça coûte 16 euros pour deux personnes. C'est 8 euros pour un. Vous voyez, c'est pas cher. Bon, là, je parle avec Elena de la poésie de son papa. D'ailleurs, si la personne voit cette vidéo, quelqu'un m'a envoyé, je sais plus si c'est sur Telegram ou sur un message, une poésie aussi de quelque chose. Je l'ai traduit à Elena, elle a trouvé ça super beau. Elle explique que son papa était très intelligent, il travaillait très bien à l'école, il aimait la poésie. Et ce qu'il veut. La poésie que son père voulait qu'on mette sur sa tombe. Ça vient d'un poète dans les années 20. Dans les années 20, un poète dans les années 20, là, ce qu'il veut, c'est juste une partie qui dit personne qui passe, la personne qui passe vient voir ma place.
visite ma place. Voilà. Moi, je suis à la maison. Toi, tu es juste un invité. Ça veut dire que quand on vit, des fois, il faut s'arrêter, il faut arrêter de bouger, il faut arrêter de faire des trucs, des machins, nanana, et il faut s'arrêter et réfléchir. Bon, j'ai traduit ça. Il faut comprendre, l'humain, c'est l'humain. Certains sont comme ça, d'autres sont autrement. Et il faut comprendre, les prêtres, c'est pas des saints. Les prêtres, c'est des gens qui font leur job. C'est des gens normaux. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent faire. Mais comme on dit, ils sont très très bons psychologues. Comme disent les Russes, elle dit Elena, trouver ton prêtre, c'est difficile. C'est comme trouver son psychothérapeute. Il faut comprendre, les gens sont différents, c'est normal. Elena est comme ça, sa belle-sœur est autrement. Une autre, bon bah elle y va, mais quand elle a le temps. La dernière fois, Elena voulait pleurer parce qu'elle était très triste parce que ses frères ne veulent pas aller au cimetière. Ils y pensent peut-être, mais ils veulent pas y aller. Alors, c'est vrai, mais je me souviens quand même que après l'hiver, les deux frères, je les ai amenés en voiture avec moi et Elena et moi, pardon, et pour nettoyer la tombe après l'hiver. Ils sont venus quand même. Mais c'était pas du genre à faire un signe de croix, à dire que, non, non, ils étaient là, ils ont bossé ce qu'ils devaient bosser, puis ils sont partis. Là, comme on a discuté avec mon autre cousin, Volodia, il dit que on est les derniers à faire tout ça. Les jeunes, après, ils le feront pas. Elena dit non, non, je pense pas. Allah a dit à Elena, je viens avec Maxime, le petit qui a 12 ans. Il voit ce qu'elle fait, elle lui explique, etc. Mais c'est une maman et c'est un garçon. Ça devrait être le papa qui vient avec son fils et qui explique. Et là, ça restera dans sa tête vraiment. Peut-être qu'il s'en rappellera, mais après, peut-être qu'il oubliera. C'est mieux quand c'est la famille qui va ensemble. Le père, la mère, le fils ou la fille. Ah, maintenant, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Ukraine? Je veux pas parler de politique, elle dit. On parle des prêtres orthodoxes et maintenant on parle de... Et hop, et elle parle, et elle en parle. C'est Elena, ça. Et pourquoi tu me demandes de parler de ça? C'est pas bien, et hop, elle part sur le sujet. Quelques jours avant, j'ai vu un sujet, un, un, un russe, un homme, et elle pense que bientôt tout ira bien parce qu'en Ukraine, il y a plein de gens intelligents. Donc elle parle de cet homme-là, qui c'est un russe qui est sur chatroulette. Apparemment, chatroulette, c'est un truc qui a été créé par un russe, je crois. Bon, moi je connaissais pas, mais on est, en ligne, on appuie sur un bouton et au hasard, quelqu'un arrive en vidéo qui est comme vous devant l'écran et vous discutez ou pas. Donc il est tombé sur des filles ukrainiennes qui pensaient tout savoir. Ah non, là il tombe sur deux jeunes garçons.
il parle en ukrainien. Et ils lui disent ah t'es Moskal. Moskal, c'est un mot mauvais pour dire les gens de Moscou. Il dit non, attendez, moi je vis à Kiev. Vas-y, dis quelque chose en ukrainien. Il dit attendez, pourquoi je dois faire ça? Je veux pas. Les garçons disent ah, puisque tu es à Moscou. Il dit non, je vis à Klishyatik, c'est la plus cool rue de Kiev. Maison nombre ça, appartement nombre ça. Donc, moi je suis comme vous. Et les deux jeunes commencent à douter qu'il soit vraiment à Moscou, quoi. Qu'il est peut-être, oui, il est peut-être à Kiev. Allez, on parle. Et les jeunes disent non, je veux pas parler de la Russie. Alors l'homme dit, alors voilà une question. Qu'est-ce que tu penses? Les Russes, pourquoi nous combattons les Russes? Le garçon dit, on combat pas avec eux, c'est eux qui ont sauté sur nous. Alors il dit, ah bon, tu crois? Le garçon dit, bien sûr. Tu vois ce qui se passe, tu vois les vidéos. Tu vois comment les soldats russes font des viols d'enfants ukrainiens. L'homme dit, ah bon? Il parle très calmement. Il dit, maintenant, je vais te prouver que c'est absolument faux. Et à la fin, tu me diras que tu pourras me dire que tu as menti. Le garçon dit non, je veux pas. Alors l'homme dit bah sois adulte, écoute-moi, fais comme un homme, écoute-moi. On parle ensemble. Moi je vais te donner des raisons et tu me diras oui ou non. Alors il dit première raison. Tu veux me dire que on a besoin de rien de la Russie. Rien, on a besoin de rien. On veut être européen. L'homme dit 100%, on n'a besoin de rien de la Russie. Pour toi, pour Zelensky, tout ça, le garçon dit non, bien sûr, non, on n'a besoin de rien. Il dit ah bon, maintenant écoute-moi, mon enfant. Il dit écoute-moi, mon enfant. On voit toujours les bombes aller là, tirer ici, tirer là. Les gens morts ici et là. Pourquoi on n'a jamais des nouvelles que des bombes vont sur le tube de gaz qui traverse l'Ukraine, qui vient de Russie en fait, vous savez peut-être pas ça, je sais pas. Il y a un tube de comme Gazprom, comme ce que les Américains ont fait exploser dans la mer. Il y a un tube de gaz qui traverse l'Ukraine et qui va en Europe. La Russie continue à vendre du gaz à l'Europe et l'Ukraine, Zelensky touche de l'argent pour la location des terres où passe. C'était un accord d'avant et voilà. Et du coup, personne ne bombarde ce truc. On bombarde les gens, on bombarde tout ça, mais ça, on touche pas. Tu sais qu'il y a un tube de gaz qui passe dans ton pays. Le garçon dit non, c'est pas vrai, c'est faux. Il dit ah bon? Vas-y, ouvre Google et regarde sur la carte où passe le tube. Et le garçon dit ah oui, c'est vrai, oui, il y a un tube, il y a un tube de gaz. Maintenant, tu peux m'expliquer pourquoi des Russes ou des Ukrainiens, jamais une bombe touche ce tube de gaz? Tu sais pourquoi? Parce que ton Zelensky, ton président, il ment à tout le monde. Et à toi aussi. Il combat contre la Russie, tout ça, il fait de la propagande, il dit des choses, etc. Il dit ci, il dit ça. Mais en réalité, il continue du business avec la Russie. Il continue d'utiliser de Russie ce qu'il a besoin. Et à propos des viols d'enfants, qui d'où ces nouvelles? C'est une femme ministre
ministre de la communication qui était avec Zelensky. C'est elle qui présente ces informations et qui montre des vidéos. Et l'homme dit, tu sais ce qui s'est passé avec cette femme? Parce que elle a jamais pu prouver ce qu'elle montrait, ni que les vidéos c'était vrai, ni que c'était pas des fausses vidéos. Et tellement elle a menti, tellement ça a été prouvé que c'était faux tout ce qu'elle disait, que Zelensky l'a foutu dehors. Et il l'a jeté. Alors Elena dit kakashki. Kakashki, c'est un gentil petit mot pour dire du caca, de la merde. Voilà. Tu sais ça? Le garçon dit non, non. Bah, l'homme dit vas-y, ouvre Google, tape le nom de cette femme, etc. Parce qu'elle a trop menti, elle a été poussée dehors par Zelensky. Donc le garçon, évidemment, il a cherché et il a trouvé que l'homme avait raison. Bon, et après, Elena explique qu'elle a dû arrêter la vidéo. Ah, non, non. Avant, l'homme dit au jeune, vas-y, maintenant, dis-moi qui ment. Et le garçon, il était confus, etc. Et après, Elena a fermé la vidéo parce qu'elle devait faire quelque chose, je sais pas. Je suis triste pour les gens et les jeunes qui ne comprennent pas ce qui se passe, que ce soit les deux, hein, en Ukraine ou en Russie. En Russie, des jeunes disent pourquoi cette guerre? Pourquoi on se bat? Alors, Elena explique, parce que beaucoup d'années avant, le fascisme, les nazis, enfin reviennent. Hier, nous avions, alors donc avant-hier, nous avions un très important jour en Russie. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de sujets à la télé avec ça. Les fascistes ont sauté sur la Russie en 1941. Je me rappelle de mon grand-père, elle dit. Je me rappelle comment il était. Et quand je vois les jeunes qui ne croient pas que ça s'est vraiment passé ou que ça a un intérêt de combattre le fascisme, tout ça. Je peux pas, je suis très triste et par exemple quand il montre des images de cette époque, etc., de ce qui s'est passé, elle pense à son grand-père et elle pleure. Et elle dit toujours, mais on a la même en France, de dire ça. Et elle dit toujours, mon grand-père, il doit se tourner dans sa boîte, dans le cercueil en fait. Parce qu'ils se sont pas battus pour ce qui se passe maintenant. Ils se sont battus à en mourir pour éliminer le fascisme et ils auraient jamais imaginé que ça puisse revenir un jour. C'est un cauchemar. Et je sais que personne, les gens normaux, personne ne veut la guerre. Donc là, elle parle pas des politiques, tout ça, elle parle des gens, des Ukrainiens, des Russes. C'est un jeu de la haute politique. Le plus important, les Russes sont très tristes de ce qui se passe parce que depuis toujours, ils sont très très amis avec les Ukrainiens. Comme des frères et des sœurs. On est intelligent, on comprend beaucoup de choses et on comprend aussi que beaucoup d'entre eux, des Ukrainiens évidemment, sont partis, ont perdu leur âme en fait et sont partis
du côté, comme on dirait en France, du côté obscur de la force, sont partis côté nazi, comme tout l'ouest de l'Ukraine, quoi. Ils sont complètement zinzin avec ça. Beaucoup. Mais c'est étrange qu'ils ont vite oublié ce qui s'est passé pendant la guerre. Ce que les fascistes leur ont fait. Combien sont morts? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Ukrainiens, par exemple? Alors, pas les Banderas, tout ça, qui étaient les copains, mais tout ce qu'ils ont fait avec les Ukrainiens dans les villages, dans les Ukrainiens normaux. Ce fascisme, c'est pas qu'en Ukraine, ça se réveille dans le monde entier. En pré-baltique, c'est Lettonie, etc. Et ça, je vous l'ai déjà confirmé, que ça, je l'ai vu, puisque j'y ai vécu 16 mois, j'ai vu des nazis partout, en uniforme, hein, et les drapeaux. Hein. Je l'ai vu de mes yeux. En Italie, elle dit aussi, parce que je sais pas pourquoi, mais elle a vu des sujets, un sujet, ou j'en sais rien, moi je l'ai pas vu ça, sur l'Italie où le fascisme renaissait. Elle dit c'est horrible, ils sautent, ils sont complètement hystériques. Pour moi, c'est des gens qui sont absolument pas intelligents. S'ils savaient ce que c'est que le fascisme, ce qu'ils veulent, pourquoi ils veulent cette politique, pourquoi les fascistes veulent cette politique, l'organisation d'un humain, l'organisation physiologique, physique, etc. d'un humain, est normalement contre ça. L'humain a une idéologie, aller pour les autres, avoir une haute morale. Les fascistes, c'est un en haut et tous les autres en bas. Utiliser les autres. L'organisation d'un humain, alors on parle de l'organisation de vous, de moi, de notre corps, de notre esprit, de tout ça, c'est d'être contre ce genre de choses. Elena a dit les Ukrainiens, le soldat de base ukrainien, ils ne vont pas à la guerre. On les pousse à y aller, on les attrape, on les chasse avec des filets, on les attrape comme des animaux, avec des cordes, on les attache. Et maintenant, beaucoup de ces gens qui se sont fait attraper par les milices pour aller se battre, et ces milices, ils peuvent pas ne pas le faire, parce que c'est bien clair pour eux, on leur a bien dit que s'ils ne le font pas, c'est eux qui y vont à la guerre. Donc ils veulent pas y aller non plus, ils sont pas stupides. Donc ils font bien leur travail de chasseur. Donc elle explique que ces gens qui ont été attrapés et qui vont sur le front, vite, ils courent vers les Russes. Avec un drapeau blanc, ils se rendent vite, ils veulent pas mourir. Ils veulent que les Russes les prennent. Ils n'ont jamais combattu, rien. Ils les prennent, ils les mettent sans entraînement, sans rien, hop, tac, comme de la viande, quoi. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Vite, dès qu'ils peuvent, ils lèvent les bras, et puis... alors, certains sont tués quand même, certains sont tués par des Ukrainiens, d'ailleurs, ou par des fantastiques mercenaires français, figurez-vous. Des spécialistes snipers français qui sont... leur job, c'est de rester derrière les Ukrainiens, en fait, et non pas devant. Derrière, et leur job, c'est s'ils voient un Ukrainien se rendre ou reculer, pan, une balle dans le citron. C'est beau, hein. Et vous avez des hommes comme... comment il s'appelle, l'hôtesse de l'air, Titelman, ou un nom comme ça, là, qui fait des collectes de fonds en France pour avoir de l'argent, et j'ai vu un bout de vidéo, parce que j'ai pas pu tout regarder tellement ça m'écœurait, qui est parti en Ukraine pour voir ce genre de type là, pour lui offrir
Une lunette de sniping nocturne. Un truc super machin dans une boîte et d'autres choses. Incroyable. Et moi, sur mes vidéos, des gens viennent me dire que y en a marre que je demande des sous pour les dames et les femmes des soldats pour qu'elles fassent des gants, des chaussettes. Et là, il y a des gens en France qui donnent pour ça. Mais vous rigolez, j'espère que vous n'êtes pas sérieux quand vous vous foutez de ma gueule là, dans les commentaires des fois. Là. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Bah, enfin, quoi que depuis quelques temps, il y en a plus. Mais bon, de toute façon, je les vire là, immédiatement. Les soldats, quand ils se font attraper, parce qu'ils sont interviewés par les Russes, après ils disent mais nous on veut pas aller à la guerre, on veut pas, on s'est fait attraper, tout ça, mais on se rend parce qu'on veut pas faire la guerre avec les Russes, on veut pas. C'est un cauchemar, elle dit. En Russie, bien sûr, beaucoup de gens ne veulent pas aller à la guerre non plus, c'est normal. Qui veut mourir? Personne. Mais il y a beaucoup d'hommes qui veulent y aller, pas pour tuer des gens, mais pour stopper le fascisme. Ils savent ce que c'est, ils savent que leur père est mort, ils savent que leur grand-père est mort, ou que leur grand-père ou leur a raconté tout ce qu'ils ont vu, tout ce qui est... Enfin, bon. Ils savent ce que c'est, ils savent. Le cauchemar capitaliste est venu jusqu'en Russie, elle explique, Elena, après. Et elle dit, c'est assez. On n'a pas besoin de plus. Voilà, c'est venu, on a eu ça, c'est comme ça maintenant, on vit comme ça, c'est bon. Mais on n'en veut pas plus. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et ça j'ai pu le constater 1000 fois, le capitalisme en Russie, il est là, il est même bien là, mais au milieu de tout ça, au milieu de ce capitalisme, il y a ce capitalisme. Par exemple, j'ai l'exemple ici, mais j'ai l'exemple au Tatarstan où ils sont musulmans. Ils sont hyper business, hyper capitalisme, hyper tout ça, hyper acheter un iPhone, hyper tout ça, enfin un iPhone maintenant non, mais des super téléphones, etc. Mais ils vont à la mosquée, ils vont à l'église orthodoxe, ils s'occupent de leurs grands-parents, ils font plein de choses. Ils participent à des trucs, chose que vous ne verriez jamais chez un chef d'entreprise en France. Enfin, les grands chefs d'entreprise, là, vous ne les verriez pas aller jouer à la pétanque avec des gens pendant une fête. Non, bah ici, oui. Voilà. Ici, les gens, quand il se passe, par exemple, un gros chef d'entreprise de Moscou vient en vacances chez sa grand-mère, parce qu'il ne laisse pas tomber sa grand-mère, il vient en vacances chez sa grand-mère au village, ici par exemple, et ben quand il est ici, il n'est plus chef d'entreprise de rien du tout. Il est un type normal, avec qui on discute, et puis avec qui on fait une bouffe, avec qui on boit un coup, et puis... vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Alors, je vais pas vous dire qu'il y a que des gens qui ne sont pas comme ça en France. Il y a des gens qui sont comme ça, surtout dans des pays, dans les campagnes, etc. Il y a des gens qui sont des gros chefs d'entreprise, enfin, peut-être pas les gros, mais et qui restent quand même des gens bien à l'intérieur. Mais l'argent pourrit quand même tout. Ici, ils arrivent à résister grâce à la religion, grâce aux les musulmans et grâce aux orthodoxes. Ils arrivent à résister à tout ça. Ils gardent des valeurs importantes, des valeurs qui vont contre le fait de gagner beaucoup de pognon. Ça leur fait perdre de l'argent même des fois, mais c'est pas grave. Ils ont fait des choses bien vis-à-vis de l'orthodoxie, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tout ça. Ils ont fait des choses bien, donc c'est pas grave d'avoir perdu de l'argent. Voilà. Elena dit, maintenant on a les nouvelles générations. On a les nouvelles générations qui sont dans ce truc capitaliste. Euh, alors les gens de la génération d'Elena qui ont connu l'époque soviétique ont eu des parents qui ont été 100% de l'époque soviétique, donc ils ont eu une éducation. Les jeunes d'aujourd'hui ont des parents qui ont vécu après 1990, donc qui n'étaient plus dans l'époque soviétique, qui étaient dans l'époque gros bordel pendant 10 ans, jusqu'à ce que Poutine arrive en fait. Où c'était invivable, où c'était des bandits partout, des criminels partout. Mon ex-femme
il y avait son cousin, ou le mari de sa cousine, ou je sais plus, qui était chef des bandits de je sais pas quel quartier de Kazan, enfin bon. C'était des gens comme ça, quoi. Et beaucoup de viols. Il y a eu beaucoup de viols à cette époque. Parce que la police ne disait rien, la police ne pouvait rien dire, il n'y avait plus de loi, il n'y avait plus rien, enfin c'était le chaos complet, quoi. Les chefs, c'était les bandits. Voilà. Et c'est pendant ces 10 ans que les oligarques très riches qui existent en Russie se sont fait leur fortune. En fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand l'Union soviétique s'est écroulée, il a été dit aux gens, le kolkhoz, là où vous travaillez, maintenant il est à vous. Chacun en a une partie. C'est divisé entre le nombre de personnes et chacun a un pourcentage de ce truc-là. Et vous avez des types qui avaient un peu de pognon, qui sont venus et qui ont dit, tiens, je te rachète ta part, 2 fois le prix. Alors 2 fois le prix de pas cher, ça reste quand même pas cher. Donc ils ont racheté tout ça et ils sont devenus propriétaires d'énormément de trucs, quoi. D'usines, de machins, tout ça. Et c'est devenu des oligarques. Voilà. Parce qu'avant l'époque soviétique, des oligarques, il n'y en avait pas. Parce que dès que vous aviez, par exemple, vous travailliez dans un kolkhoz à traire les vaches, et si on vous voit avec une voiture, bah, tout le monde va se demander, mais comment il a fait pour s'acheter une voiture, lui? Ça coûte cher une voiture, et puis enfin, c'est pas normal. Donc tout de suite, ben, il y a certaines personnes qui vont s'occuper de votre cas. Donc c'était comme ça, hein. Ça a duré 10 ans. À peu près. Donc Elena dit que pour les jeunes d'aujourd'hui, l'humain n'est pas... Enfin, alors les jeunes, attention, je répète, comme je dis toujours, quand on dit les jeunes, c'est pas tous les jeunes. C'est certains jeunes. Il y en a beaucoup, il faut avouer qu'il y en a beaucoup, comme j'ai pu vous le montrer hier à l'église, qui sont à l'église avec les parents. Les jeunes filles sont avec un platoc sur la tête, hein, un fichu. Les garçons sont en chemise, avec une cravate des fois. Moi j'y étais un peu en dégueulasse, j'avais un pantalon propre, mais bon, j'étais pas en costume, j'ai pas pensé en fait. Je m'en suis un peu voulu en arrivant à l'église, mais tout le monde était en costard, avec leur chemise du dimanche, parce qu'ils en ont pas 50 des chemises, hein, certaines personnes. Ils avaient mis leur chemise, bon, voilà, et puis, et moi, je suis pas resté longtemps dans l'église, parce que j'avais un peu honte de pas m'être habillé. J'avais l'esprit occupé par autre chose, et j'ai pas pensé à ça. Donc Elena dit, bah ouais, bon, bah les jeunes, ils pensent pas aux humains comme eux pensaient, parce que eux, c'était d'abord l'humain. Et elle dit, il faut les éduquer, en fait. Il faut leur donner une voix, il faut leur expliquer les choses. Il faut... Alors, il y a des choses qui sont faites. Le gouvernement fait des choses. Par exemple, tous les dessins animés stupides que vous pouvez avoir à la télé et que certes, peut-être vous laissez vos enfants regarder, bah, y en a. Il y a des chaînes spéciales pour ça. Mais sur les chaînes publiques et sur les chaînes en général, il n'y a pas de ça. Il y a des dessins animés avec de la morale. Des trucs de l'époque soviétique, hein, avec l'histoire du petit lapin, du loup, du machin, tout ça, puis ça a une morale à la fin. Un peu comme les fables de La Fontaine, quoi. Par exemple, ma petite fille, c'est ça qu'ils lui mettent à la télé. Ils lui mettent pas les dessins animés avec des robots, avec des machins, avec des trucs stupides, avec des japonaises avec des yeux énormes, là, enfin, zéro ça. Ça vaut rien, c'est vraiment zéro. Un truc avec de la morale qui explique des choses, et après, bah, voilà, c'est ça qui éduque les enfants en fait au départ. Et il faut s'en occuper surtout. Il faut surtout pas... La grosse erreur que je vois moi en Europe, je sais pas, peut-être vous êtes dans le cas de peut-être vouloir des enfants, et peut-être que c'est votre cas, j'en sais rien, ou peut-être que vous pensez ça, j'espère, c'est qu'il faut tout faire pour ne pas arriver au point, parce que c'est là que vous avez tout perdu, au point de j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, je mets le gamin devant la télé, il va être tranquille pendant 1 heure, et moi je vais pouvoir faire ma gym, non, jamais faire ça. Jamais. Si vous commencez à faire ça, c'est foutu. Parce qu'après le gamin il va vous faire des crises pour aller voir ses dessins animés. Et tous les jours vous allez le foutre devant les dessins animés. Et quand il sera plus grand, il fera pas ses devoirs. Et tout ça pour que vous ayez pu avoir le temps. Ben oui, mais quand on a des gosses, il faut en prendre la responsabilité. Et je vous en parle en connaissance de cause, parce que quand j'avais mes enfants, quand j'étais jeune, j'avoue, je faisais un peu comme ça. C'est pas bien.
Elena dit à propos des jeunes, aujourd'hui, c'est le plaisir pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Plaisir, plaisir. Ils comprennent pas que c'est pas possible de vivre comme ça. Après l'humain, c'est fini s'ils font ça tout le temps. Les homosexuels, les lesbiennes, LGBT, tout ça. Elle dit, en Europe, ils disent il faut résister à ça, ils ont le droit de vivre, etc. Elena dit non, non, non. C'est des gens malades, il faut les soigner. Problème d'hormones ou psychologiques. Mais pas besoin de montrer ça à tout le monde. Dans l'histoire, des homos, il y en a eu partout. Rome, les Grecs. Et pourquoi les orthodoxes sont contre ça? Dans la Bible, c'est bien précisé. Pourquoi? C'est pas parce que c'est pas bien. C'est parce que si les gens font ça, la vie, c'est fini. Un homme avec un homme, ils ont des enfants? Non. Une femme avec une femme, ils ont des enfants? Non. Sodome et Gomorrhe, elle parle. C'est parce qu'ils ont fait ça qu'ils ont disparu. Et si un humain pense qu'au plaisir, sa vie, c'est fini. On a un poème en Russie qui parle de l'âme. C'est un poème à propos de l'âme. Ne laisse pas ton âme être feignante. Si tu veux dormir, rien faire, tout ça, ton âme, c'est fini. Juste ton corps, c'est tout. Pour ton âme, tu dois être triste. Tu dois être... C'est ton âme, c'est l'âme. C'est ce que tu ressens. C'est ce que il faut, ça s'entretient, ça. Si tu fais que manger et avoir du plaisir, t'es un animal. Et moi, je crois que les animaux ont une âme aussi. C'est pour ça que je veux pas les manger. C'est vrai qu'elles me cassent les pieds des fois avec ça. Bien sûr, j'ai fait une blague pourrie. J'ai dit prendre les petits chats qu'on a dans la grange et en faire des brochettes, c'est bien, non? J'explique, Elena le refait. Ils ont une manière de faire comme ça tout le temps. Je sais pas le faire. Il faut voir la vidéo. Attendez, je vais vous dire, si vous regardez la vidéo, c'est à 37 minutes 10. Mon grand-père disait, d'abord, tu te lèves, tu donnes à manger aux animaux et après tu manges toi. Parce que toi, tu peux prendre à manger quand tu as envie. Eux, ils regardent tes yeux, ils t'attendent. Donc il faut les respecter. Elena, elle dit ça pour moi, elle dit dans le jardin aussi. Parce que moi, le jardin, ça m'intéresse pas. Enfin, je fais des trucs, mais... Ma mère m'a appris, avant de faire des choses dans le jardin, avant de faire quelque chose avec la terre, il faut s'excuser auprès de la terre. Parce qu'on est des humains, toujours on fait des choses pas bien pour la nature. Quand la saison commence, excuse-moi, on fait pas bien, mais j'ai besoin de tourner la terre. Bon, c'est moi qui explique là. Ah, par exemple, quand on va dans la forêt, surtout avant avec sa maman, la forêt, c'est pas un homme, c'est une femme. C'est un dieu, enfin une sorte de dieu, c'est une femme.
Et quand on va à la forêt, toujours, quand on rentre dans la forêt, on laisse quelque chose. Du pain, quelque chose près d'un arbre. Elena se rappelle que quand quand son grand-père allait dans la forêt chercher des baies, quand il revenait, il avait petits morceaux de pain, par exemple, qu'il avait emmené déjà à la base, pour ça. Et il disait aux enfants, tiens, ça c'est pour toi, c'est de la part du lapin. Tiens, ça c'est pour toi, c'est de la part du lièvre. Et Léna, elle était complètement... elle dit, oh là là, c'est le lapin qui m'a fait un cadeau. Et donc le grand-père a fait ça à sa fille, donc la mère d'Elena, et la mère d'Elena lui a raconté que toute sa vie, elle pouvait pas manger du lapin. Parce que à chaque fois qu'elle voyait un lapin, il fallait le manger, elle pensait à ce petit lapin qui lui donnait des bouts de pain quand le grand-père allait, quand son père allait dans la forêt chercher des baies. Pour moi, c'est comme mon ami, puisqu'à chaque fois, quand il revenait de la forêt, le lapin avait donné un cadeau pour elle. Là, elle parle neveu, de son neveu Maxime qui a 12 ans, donc c'est le petit frère de celui qui est au front en ce moment, là, dont je vous parle parfois. Et il a été avec son père à la pêche et il a envoyé une photo à Elena où il a un saumon grand comme ça, énorme. Donc il est fier comme tout, quoi. Enfin, en fait, les deux frères Elena, c'est des hommes de la forêt. C'est-à-dire que depuis tout petit, même une fois, ils ont disparu sans dire à leur mère où ils étaient et c'est la police qui les a cherchés. Ils étaient partis dans la forêt avec un morceau de tissu pour faire une sorte de tente. Enfin, ils avaient 6 ans, je crois. Ils sont barrés tous les deux dans la forêt et on les a retrouvés sur la route en revenant. Euh, Aujourd'hui, ils ont le permis de chasse pour les canards, mais je crois que même qu'il ne l'a pas pris cette année. Mais enfin bon, ils avaient le permis de chasse pour les canards, etc. Et quand ils partaient en forêt, en fait, quand c'était la période de chasse, ils partaient le vendredi soir et ils revenaient le dimanche soir. Et pendant tout ce temps, ils étaient dans la forêt, heureux comme tout, ils dormaient au bord d'un lac, ils pêchaient, ils chassaient, ils faisaient ce qu'ils aimaient, quoi. C'est leur truc. Voilà, bon bah écoutez, après c'est la vidéo sur l'église, donc je vous ai fait un peu la traduction de tout ce qu'elle a dit, puisqu'on me l'a demandé. Ça fait une vidéo qui fait 1 heure. Bah, oui, puisque Elena elle parle beaucoup aussi pendant 45 minutes. Bon bah écoutez, voilà, je vais vous mettre ça en ligne et puis j'espère que ça sera assez clair et que vous aurez comme ça compris ce qu'elle a voulu vous raconter. Parce que franchement, quand elle parlait, je pouvais pas la couper toutes les 2 secondes pour... non, c'est mieux comme ça en fait. Allez, je vous laisse. À plus tard.